Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue donc à notre webinaire sur analyse de risque et audit synchronisé pour une évaluation de la sécurité optimisée. Donc, aujourd'hui, avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Hanna, le directeur de la BU Gouvernance, Risque et Conformité. Bonjour Georges. Bonjour. Et Frédéric, auditeur de la BU Audit Technique. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Maria. Donc, je laisse la parole à Georges pour vous présenter donc ce webinaire. Bonjour à tous. Pour ce webinaire, on va le présenter à deux. Moi, je suis le responsable de la BU GRC et donc avec un auditeur technique. Donc, ce sera partagé en fait. C'est parce que comme ça, on fait des missions dans les audits de risque, pour les analyses de risque et les audits techniques. On fait des missions à deux. Mais pour aujourd'hui, le sujet en fait, ça vient d'une réflexion qui est faite depuis longtemps, qui vient des clients qui nous demandent, on leur fait des analyses de risque, on leur fait des audits, mais il n'y a pas de cohérence parfois au niveau résultat global. On fait parfois des synthèses managériales, mais ça restait aux synthèses managériales. Il n'y avait pas un dossier unique, un rapport unique. Donc, je vais commencer par présenter un peu. Donc, on va commencer au début par vous dire quelques mots sur les analyses des risques. Ce qu'on entend par analyse des risques, c'est quoi la démarche d'analyse des risques? Je pense que là, on va pas découvrir beaucoup de choses. C'est des choses classiques, mais je connais pas l'auditoire, donc on va dire quelques mots. Après, donc Frédéric va vous parler des audits techniques. On va vous parler ensuite donc des résultats des approches de la consolidation qu'on veut faire de ces deux activités, des démarches. Et à la fin, en fait, on propose un peu plus l'approche avec un schéma qui précise vraiment les différentes étapes. Donc là, en fait, pour les analyses des risques. Pour les analyses des risques, qu'est-ce qu'on entend par analyse des risques? Donc l'analyse des risques, c'est donc aujourd'hui l'objet, c'est pas vraiment de faire un cours sur les analyses des risques, mais juste vraiment un petit résumé et pour donner les principaux points. Donc l'objectif des analyses des risques, c'est de récolter les besoins de sécurité, on a un objet d'étude, on va regarder le périmètre de l'objet de l'étude. On va récolter les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est quoi? Dans la sécurité de l'information, c'est la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la traçabilité, ou on peut l'appeler parfois preuve. Donc, on va récolter ces besoins. Souvent, on va rencontrer les métiers pour récolter ces besoins. On va avec eux aussi essayer de récolter les éléments redoutés. Qu'est-ce qu'ils redoutent? Donc, les événements redoutés sont caractérisés par un impact. Les impacts sont suivant plusieurs axes. Donc, il y a plusieurs niveaux, plusieurs axes. Les axes d'impact, souvent, sont ça peut être financier, opérationnel, juridique, etc. Et donc, les métiers vont se positionner. Ils vont nous donner un niveau d'impact par rapport à un événement qu'ils redoutent. Ils redoutent l'exfiltration des données sensibles. Là, on a porté atteinte à ce qu'on appelle le besoin de sécurité, confidentialité. Donc, les analyses des risques. Donc, il y a ce côté récolte des besoins des métiers. Après, on va aller voir les techniques pour regarder vraiment qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme mesures de sécurité. Si les mesures de sécurité, ils sont satisfaisantes pour couvrir donc les besoins de sécurité, on peut dire finalement qu'on n'a pas de risque. Le risque, il n'existe que si il y a atteint quand même à un besoin de sécurité. Si j'ai pas peur que mon bulletin de paye soit divulgué, je ne peux pas avoir. Donc il n'y a pas un événement redouté sur le bulletin de paye, donc sur la perte de confidentialité. Donc on ne peut pas parler de risque finalement
si on ne parle pas d'atteinte aux besoins de sécurité. C'est quelque chose d'important. On doit démarrer toujours par la récolte de ces besoins de sécurité. Mais il n'y a jamais des mesures de sécurité qui sont efficaces à 100% pour couvrir nos besoins de sécurité. Il va rester toujours des risques résiduels. Donc les risques résiduels, ils sont là. Donc il y a une menace qui va exploiter une vulnérabilité. Et souvent, on caractérise ces scénarios de menace ou scénarios de risque par ce qu'on appelle la vraisemblance. Il y a la vraisemblance des scénarios de risque. Donc, on doit voir l'analyse de risque comme deux branches. Il y a une branche, donc, impact des événements redoutés, ce que le métier redoute. Et de l'autre côté, on va regarder la vraisemblance qu'une vulnérabilité soit exploitée par une source de risque. Ça dépend donc de la vulnérabilité, de l'efficacité de la mesure en place, si elle existe, parfois elle n'existe pas, et de l'occurrence de menaces, c'est-à-dire la source de risque, sa fréquence. On parle souvent de vraisemblance en analyse de risque, on parle pas de probabilité, parce que probabilité, c'est plutôt un concept mathématique. Il faut une formule, il faut qu'on puisse, il y a un modèle mathématique qui est répétable en laboratoire, etc. Donc, ça peut être une erreur de parler de probabilité dans notre domaine parce que on est un domaine qui est malgré tout récent. Il n'y a pas la satisfaction de loi de grand nombre pour pouvoir parler de probabilité et essayer de le traduire en formule mathématique. Donc, vraisemblance, c'est la fréquence, donc historique, mais aussi toutes les données qu'on va récolter qui nous permettront de estimer cette vraisemblance. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment plus dans les détails de comment on calcule la vraisemblance, comment on estime la vraisemblance, tous les aspects analyse des risques, ça peut prendre un peu plus de temps. Le sujet de webinaire, et on va le voir un peu plus tard, c'est d'aller vraiment un peu plus vite sur les analyses des risques au début pour vous montrer notre proposition d'audit synchronisé entre l'analyse des risques et les audits techniques. Mais souvent, quelque chose de très important, l'analyste émet des hypothèses. En fait, quand on fait des analyses des risques, c'est vraiment une construction purement intellectuelle. On dit il y a des vulnérabilités. On estime qu'il y a des vulnérabilités. On dit qu'il y a en place des mesures existantes, mais c'est que du déclaratif. Il n'y a pas vraiment une vérification opérationnelle de l'existence de la vulnérabilité et de l'existence de ces mesures de sécurité. On va regarder des documents. Donc, on estime que quand on va consulter des documents disons qu'il y a une certaine mesure de sécurité, qu'elle existe forcément. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est là où il y a un petit peu une faille dans l'évaluation de la sécurité quand ça vient de l'analyse des risques seulement. Ce que je vous avais mis comme schéma, c'est donc on a parlé de besoins de sécurité, événements redoutés. Il y a ce qu'on appelle les biens supports. Donc je n'ai pas parlé de quelque chose de très essentiel quand on fait une analyse des risques, c'est de décomposer le système en ce qu'on appelle les valeurs métiers. Ça, c'est la terminologie EBIOS Risk Manager, la dernière méthode d'analyse de risque de l'ANSSI. Avant, on appelait cela les biens essentiels. Pour ceux qui connaissent donc l'ISO 27005, on peut parler d'actifs primaires. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont les fonctionnalités, les processus plutôt de métier. C'est ce qu'on veut protéger. C'est-à-dire que les besoins de sécurité portent sur les valeurs métiers. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les biens supports. Les biens supports, c'est ce qui permet à ces valeurs métiers d'être effectuées. Un exemple, c'est le processus donc de RH, on va parler par exemple de réalisation de bulletins de paye. Pour rester de ce que je disais tout à l'heure, réalisation de bulletins de paye, le bien support, ça peut être un logiciel de SIRH.
Donc, les vulnérabilités, elles ne portent pas sur les valeurs métiers, mais elles portent sur le bien support. Les sources de risque objectifs visés, ça c'est une terminologie vraiment EBIOS Risk Manager. Pour ceux qui sont habitués aux analyses de risque, qui n'ont jamais eu l'occasion encore d'aller regarder EBIOS Risk Manager, ils ont l'habitude de ce mot, de ces termes-là, événements redoutés. Un peu moins sur source de risque objectif visé. C'est une sorte de couple. Autant que dans les événements redoutés, on se place du point de vue de la défense. C'est-à-dire que c'est votre client, notre client, c'est un organisme qui veut se protéger. Il va exprimer des événements redoutés. Alors que quand on vient parler de source de risque objectif visé, on est du point de vue de l'attaquant. Qu'est-ce que l'attaquant cherche à faire? Et il faut qu'il y ait une correspondance donc entre source de risque, objectif visé. Donc il faut qu'il y ait un objectif visé, un événement redouté pour qu'on puisse parler de risque dans la méthodologie EBIOS Risk Manager. Et on parle souvent donc de scénario stratégique. Il y a cette terminologie de scénario stratégique parce qu'on vient inclure l'écosystème, c'est-à-dire tous les parties prenantes, les partenaires, les prestataires, les fournisseurs de services. Ils peuvent constituer un chemin d'attaque pour atteindre l'organisme. Par exemple, nous, si on est prestataire pour le ministère des Armées, on est prestataire du ministère des Armées. L'attaquant, il a tout intérêt à venir nous attaquer pour à passer à travers nous pour atteindre le ministère des Armées. Ça sera beaucoup plus facile et c'est un aspect qui était moins bien pris en compte avec les anciens analyses de risque comme EBIOS 2010. Avec EBIOS Risk Manager, on l'a formalisé un peu plus. Donc rapidement, donc les deux branches, il faut toujours, quand on fait une analyse des risques, ne pas oublier, il y a deux branches. Une branche, donc les événements redoutés sur les valeurs métiers pour une perte de confidentialité, d'intégrité, etc. Et de l'autre côté, il y a les mesures de sécurité. On va aller chercher, voir s'il y a une correspondance entre les deux. S'il y a une correspondance entre les deux, et c'est satisfaisant, notre risque va diminuer. On va dire que notre risque, il est peu élevé. Le risque, souvent, en fait, on parle de risque résiduel qui est acceptable. Acceptable de quel point de vue? Acceptable de point de vue, en fait, la tolérance au risque de l'organisme. Il y a des organismes qui peuvent avoir une tolérance au risque plus élevée que d'autres. Aussi, ils peuvent avoir des tolérances de risque très élevées au niveau d'un axe et pas de l'autre. On peut risquer des organismes peuvent avoir beaucoup d'argent, donc du coup, ils peuvent avoir un niveau de risque résiduel très élevé au niveau de pertes financières, mais ils ont vraiment une sensibilité très importante pour tout ce qui est axe image. Et là, le risque résiduel, il est plus faible, il est un peu plus faible. Donc du coup, ça c'est vraiment une notion aussi importante. Le risque résiduel acceptable, c'est du point de vue de la tolérance au risque. Nous, ce qu'on a remarqué, donc, que souvent, on parle de risque métier sans faire des analyses de risque. Et c'est de là est partie l'idée que c'est pas possible. On peut pas parler de risque métier sans faire des analyses de risque. On peut pas aller faire des pen tests, etc., sans avoir vu avant ce que le métier craint. Donc là, Frédéric va vous montrer un peu la démarche donc de tout ce qui est audit technique. Qu'est-ce qu'on fait avec les audits techniques? Du coup, les audits techniques, en fait, principalement, c'est on vérifie à un instant T l'existence d'une vulnérabilité et aussi la possibilité de son exploitation. Excuse-moi, Frédéric, on t'entend de très très loin. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Non. Non? Attends, viens ici. On n'entend pas très très bien. Est-ce que c'est mieux là, Marion? Oui, beaucoup mieux. Merci. Ok, donc je répète. Donc au niveau des audits techniques, on vérifie à un instant T l'existence d'une vulnérabilité et surtout la possibilité de son exploitation.
Parmi les deux principaux types d'audits qu'on est amené à faire très régulièrement, on a les audits de code, où là, on va plonger dans le code d'une application pour trouver des vulnérabilités, qu'on va ensuite essayer de valider via le test d'intrusion. Donc, ça marche aussi en sens inverse, c'est-à-dire que si on identifie une vulnérabilité lors du test d'intrusion, l'analyse du code source peut nous permettre de retrouver la cause, mais surtout de donner une recommandation précise sur comment corriger la vulnérabilité. Enfin, dans le cas où la vulnérabilité n'est pas avérée, c'est-à-dire que l'audit de code fait ressortir un élément, mais on ne le valide pas via le test d'intrusion, on a donc un faux positif, on peut aussi parfois se baser sur la configuration, mais aussi l'architecture dans laquelle baigne l'application pour comprendre pourquoi la vulnérabilité n'est pas présente. Je vais vous présenter un rapide exemple pour illustrer ce propos. Donc on imagine qu'on a une application toute simple, une application web, http://application. Via un audit de code, on remarque qu'il y a une vulnérabilité de type injection SQL sur un chemin /vulnérable. Néanmoins, quand on fait le test d'intrusion, on remarque que cette vulnérabilité, on peut pas elle n'est pas présente, elle n'est pas exploitable depuis Internet. Par contre, on peut l'exploiter depuis le réseau interne. Donc là, on est dans un cas assez particulier où on ne sait pas, entre guillemets, pourquoi on a cette situation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder l'architecture dans laquelle baigne l'application et typiquement remarquer qu'en fait, quand on attaque l'application sur Internet et qu'on l'attaque depuis l'interne de l'entreprise, on passe pas par les mêmes équipements de sécurité. Typiquement, quand on va passer sur Internet, on aura un firewall applicatif, un Web Application Firewall. Et alors que les gens qui attaquent depuis l'interne, eux, vont directement voir les serveurs applicatifs. Ensuite, via l'audit de configuration, donc en particulier du coup du WAF, on remarque que sur ce chemin /vulnérable, il y avait une règle qui avait été mise en place pour bloquer l'injection SQL, puisqu'elle avait déjà été identifiée par le passé. Et cette solution avait été mise en place puisque typiquement, ça arrive quand on a des applications legacy qui ne sont plus maintenues. On met on corrige au niveau du WAF des choses qu'on ne peut plus corriger au niveau de l'application. Et en conclusion, c'est pour ça que l'application serait vulnérable depuis Internet, mais pas depuis l'interne. Et c'est grâce à l'audit d'architecture, à l'audit de configuration, à l'audit de code et au test d'intrusion qu'on a pu retrouver ce résultat. Et en conséquence, bien que le WAF protège la vulnérabilité depuis Internet, l'application reste vulnérable dans le cas où on aurait un attaquant en interne. Je vais laisser Georges prendre sur la suite. Donc là, en fait, on vous a présenté les deux activités, les deux démarches, donc d'analyse des risques. Le but donc de l'analyse des risques, de voir donc l'impact métier et donc d'aboutir à un risque résiduel à la fin, en mettant en place des mesures de sécurité. Maintenant, avec les audits, on a vu qu'il y a déjà une certaine synergie entre les audits et certains des aspects méthodologiques qui sont bien rodés dans les équipes audit technique, entre l'audit de configuration, audit de code, d'architecture ou de pentest. Mais il y a pas suffisamment, pour nous, on pense qu'il n'y a pas suffisamment assez encore, c'est pas assez généralisé, l'implication, en fait, des analyses de risques avec les audits techniques. Donc, souvent, les analyses de risques utilisent les résultats des audits techniques à travers des rapports d'analyse qui sont faits pas forcément en même temps. Parfois, on peut faire une analyse de risque et on a des rapports d'audit très anciens. Parfois, ils peuvent être récents, mais en tout cas, les audits techniques ils peuvent être faits sur un périmètre, alors que nous, on veut faire l'analyse des risques sur un autre périmètre. Il n'y a jamais vraiment une correspondance parfaite entre le résultat qu'on cherche à trouver
quand on fait des analyses des risques et qu'on peut mieux trouver si on faisait les choses autrement. En analyse en analyse des risques, comme son nom le porte, on peut parler de risques, mais avec les audits techniques, même s'il y a de la confusion, elle est faite parfois, on parle plutôt, il faut parler plutôt de vulnérabilité. C'est pas vraiment un risque sans un impact, sans parler d'impact métier, c'est impossible. Je vous avais montré tout à l'heure que dans le risque, il y a deux composantes. Il y a la composante scénario de risque, donc d'exploitation d'une vulnérabilité, soit un bien support par une source de risque, source de menace. Et de l'autre côté, il y a l'impact événement redouté. Et ça, on peut le trouver que en faisant des analyses des risques. Donc, on a constaté donc il y a une manque de synchronisation, imbrication de ces deux activités, ce qui donne à la fin vraiment des rapports multiples et qui sont, on considère que c'est pas efficace, c'est pas très efficace, et surtout parfois c'est pas très précis comme données. Il n'y a pas de consolidation des résultats parce que nous, d'un côté, ceux qui font des analyses des risques, on parle on prend en compte des hypothèses, on peut rien vérifier. Et de l'autre côté, les audits techniques, ils sont là en train de trouver une vulnérabilité à un instant T sans avoir une vue globale. Et donc l'imbrication de ces deux activités, donc ces deux démarches, peut apporter vraiment plus de clarté. Ça peut avoir des rapports plus simples et plus cohérents. Dans les homologations de sécurité, dans les ministères ou pas forcément de parler de secteur public, il y a ces rapports sont nécessaires pour homologuer un système. Il faut faire une démarche, donc une démarche d'homologation. Et parmi ces rapports, il y a ces audits de code, analyse des risques, etc. Mais il y a presque jamais cette consolidation des résultats. Donc nous, on a pensé à un système. Donc un système, donc c'est les deux activités, ils sont distinctes, donc complémentaires. Ça, on l'a déjà dit. Mais ce qu'on propose, c'est que l'analyse des risques va orienter les audits techniques. Il peut arriver qu'il y ait des auditeurs techniques parlent avec les métiers parfois pour voir un peu les événements redoutés, mais c'est souvent fait de manière un peu expéditive, c'est-à-dire que on leur demande au début donc de la campagne de pentest par exemple, de s'exprimer, de nous dire qu'est-ce qu'ils craignent. Mais c'est rarement, en tout cas moi je l'ai pas vu encore, d'une démarche d'analyse de risque qui est faite vraiment au début d'un pentest. Et c'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose donc nous dans notre approche. Donc on pense que combiner ces deux activités, donc on peut voir. Donc là le schéma donc que nous proposons c'est vous voyez en fait la première étape, c'est donc là j'ai pris la méthode EBIOS Risk Manager. On peut utiliser cette démarche avec une autre méthode, EBIOS 2010 ou Mehari, etc. Donc, mais là avec EBIOS Risk Manager, cette démarche apprend tout son sens parce que les activités là, on voit une imbrication parfois. Il y a des activités qui vont être faites vraiment par un consultant qui est un consultant qui vient de la gouvernance, qui peut avoir des connaissances techniques ou pas, mais c'est rarement quelqu'un qui a fait qui va faire des pentests en même temps. C'est pas possible de trouver. Je vais préciser, je disais c'est pas possible. C'est très rare d'avoir un pentester qui est aussi un vrai spécialiste des analyses des risques. Donc nous, ce qu'on propose,
Donc là, on voit en fait tout ce qui est en marron c'est un consultant gouvernance, spécialiste de la gouvernance, même s'il peut avoir des compétences très techniques par ailleurs. Et tout ce qui est donc en couleur beige, là, c'est un consultant de la BU Audit. Donc, ça peut être un pen tester, un auditeur de code d'architecture ou en fait donc pour tout ce qui est audit de configuration. Et il y a un lien synergique entre les deux qui est représenté. Et Georges, on ne t'entend plus? Allô? Georges? Et les trouver pour présenter un risque qui finalement n'est pas ce que craignent l'organisme, c'est une perte de temps pour nous. On pense que c'est une perte de temps. Donc, on présente les scénarios stratégiques au pentester et on lui demande donc d'essayer de trouver vraiment la vulnérabilité. C'est-à-dire que il va venir nous dire si les hypothèses qu'on a prises au départ, ce sont des hypothèses qu'on a prises parce qu'on a fait des études, on a fait des études de documentation, parce qu'on a fait on a discuté avec les clients, les métiers et les techniques pour voir qu'est-ce qui est mis en place. Mais comme on a dit au début, on a aucune certitude en fait que ça existe tant qu'on n'a pas essayé de le reproduire. Donc nous on les oriente. Il y a un gain en termes d'efficacité. L'auditeur technique, il sait déjà dès le départ qu'est-ce qu'il doit chercher. Ça, c'est après avec donc le cadrage d'objectifs du code. Comme il a expliqué tout à l'heure Frédéric par rapport donc l'interaction entre audit de code, test d'intrusion, validation donc faux positif ou pas, on passe à l'étape 4. Là, en fait, l'étape 4, donc il y a les vulnérabilités qui vont être confirmées ou pas par l'auditeur technique. On va en discussion avec le consultant GRC. On discute aussi des scénarios d'attaque. Tout ça, en fait, pour essayer de construire ce qu'on appelle scénario opérationnel dans la méthodologie EBIOS Risk Manager. Tout à l'heure, donc, j'ai parlé de scénarios stratégiques. Ce sont les scénarios de haut niveau. On dit par où on passe le chemin d'attaque, mais de façon globale, sans rentrer dans les détails. Là, les scénarios opérationnels, donc, on va vraiment regarder action alimentaire, par où on passe, par quel chemin on passe et par quel mode opératoire on passe. Donc, on peut faire ça, on peut faire la construction des scénarios opérationnels juste de façon purement intellectuelle. Donc, ça va être la même démarche que la constitution des scénarios stratégiques. On a un pentester qui va essayer d'imaginer ces chemins d'attaque. Mais aussi, on peut mieux faire, c'est vraiment d'aller demander de faire le pentest au même temps qu'on est en train de faire l'analyse de risque. Donc, les deux activités vont elles vont s'aider. C'est-à-dire que le plus important pour l'analyste, celui qui fait l'analyse des risques, c'est de confirmer ses hypothèses pour qu'à la fin, parce qu'il est très dépendant des données qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il peut être le meilleur consultant au monde et il connaît la démarche, etc. Si on lui donne des données qui sont erronées, qui sont pas vraiment réellement présentes, son analyse des risques va être fausse. Elle va être cohérente parce qu'il sait faire des analyses des risques, mais on se trompe de chemin. Et pareil, pour orienter le pentester, si
si là au début ce que craint l'organisme, il va aller essayer vraiment d'exploiter les vulnérabilités qui sont en lien avec ces risques. Ça sert à rien d'aller essayer d'attaquer un serveur qui n'a pas de données confidentielles. On a trouvé une vulnérabilité, on sait le faire, on peut s'introduire dans ce serveur-là, mais ça sert à rien. On doit avoir une raison en fait pour aller le faire. Et c'est les démarches, vraiment une vraie démarche d'analyse des risques. Elle peut mieux orienter le pentester, donc quand je dis le pentester, plutôt l'auditeur technique de façon générale. Et la boucle de rétroaction, c'est au fur et à mesure que le pentester ou l'auditeur technique il avance dans son étude, il peut nous alimenter, donc le consultant GRC pour revenir sur les scénarios de risque qu'il a pris au départ, les événements redoutés, etc. Et c'est quelque chose qui est maintenant faisable, contrairement à dans le temps quand on faisait les analyses de risque avec Excel, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que quand on avançait d'un module à l'autre, avec EBIOS Risk Manager, on parle d'atelier. Dans le temps, quand on faisait EBIOS 2010, c'était plutôt avec des fichiers Excel. Quand on passait d'un module à l'autre, c'était très difficile de revenir en arrière. C'était pas possible de venir dire à la fin de l'étude de l'analyse des risques, de dire en fait là le besoin de sécurité là il était faux, c'est pas bon, ces événements redoutés, je voudrais en ajouter d'autres ou je voudrais ajouter des valeurs métiers. Là on partait à faire des analyses de risques vraiment à nouveau. Maintenant, avec les outils qui sont homologués par l'ANSSI, là, moi, je veux parler de notre partenaire Egeri. C'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que on supprime un événement redouté, ça va supprimer les risques qui sont en lien avec ces événements redoutés. Cette démarche qu'on propose, auquel on réfléchit depuis plusieurs années, on a un peu de chance. Parce qu'on a eu EBIOS Risk Manager qui nous aide de manière donc théorique à la mettre en place, et aussi avec les outils Egeri de manière pratique, c'est beaucoup plus facile du coup pour nous maintenant de mettre en place cette démarche. Nous avons Georges, je me permets d'intervenir. Oui, bien sûr. Nous avons une question qui a été posée pendant ta présentation. Il y a quelqu'un qui dit donc normalement les outils techniques doivent alimenter les scénarios de menaces type kill chain, donc des analyses de risque, et il demande ce que tu en penses. Je sais pas si la question est très claire. Mais... Par rapport à la kill chain, oui, par rapport à la kill chain, oui, en fait, la démarche de kill chain, on l'utilise forcément, nous, en fait, c'est dans l'étape, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière, c'est en fait ce qu'on a appelé les scénarios opérationnels. Là, les scénarios opérationnels, vraiment, c'est la kill chain, en fait, qu'on utilise pour aller construire les scénarios opérationnels. En fait, avec l'ANSSI, ça n'a pas été pris. Donc, EBIOS, dans la démarche EBIOS, si vous allez en fait sur le site de l'ANSSI et vous regardez donc la démarche, la méthode, vous n'allez pas trouver les mêmes termes donc que la kill chain, parce que c'est un terme en fait, c'est une marque déposée. Mais on a repris la même chose en fait avec en 5 étapes, donc du coup pour pouvoir, il y a la reconnaissance pour rentrer, etc. et exploiter Mais oui, effectivement, nous on a développé aussi des outils ici de communication entre nous, donc entre la BU GRC et les pentesters, c'est-à-dire que on vient pour leur demander de construire des scénarios. On leur donne les événements redoutés, on leur donne les sources de risque et surtout on leur donne en fait les biens supports et les vulnérabilités.
on leur demande d'essayer de vraiment suivre la kill chain pour construire leur scénario opérationnel. Effectivement, oui, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup le temps, on essaye mais c'est quelque chose de très important, oui, c'est une bonne question. Ouais. Allô? Si je Oui. peux me permettre, oui, parce que parce que j'avais posé la question, mais c'était quand on était sur les premiers slides, quand vous expliquiez qu'il y avait malheureusement pas de lien entre les audits techniques et les analyses de risque. Et en fait, c'était pour dire qu'il y avait quand même ce lien-là, c'est que les audits techniques, normalement, peuvent alimenter les analyses de risque. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. En fait, oui. Non, mais c'est sûr que les audits techniques, ils alimentent les analyses des risques. Mais ce que je disais, c'est qu'elles les alimentent de quelle manière? Elles les alimentent de manière un petit peu décalée dans le temps et en fait, on ne les fait pas en même temps. C'est-à-dire que parfois, on fait des analyses des audits techniques, des analyses des risques qui sont anciennes. On trouve pas exactement forcément ce qu'on est en train de chercher. C'est cette démarche de dire on les fait de façon imbriquée. Il y a une interaction simultanée et que nous pensons elle va augmenter l'efficacité de ce qu'on cherche à faire. C'est l'idéal. Oui, en fait, oui, c'est l'idéal. En fait, c'est-à-dire que moi, c'est ça. En fait, c'est moi depuis des années, j'en parle. On me dit, c'est l'idéal, ça ne marchera pas, et parce que ça ne marchera pas parce que ça va être plus cher. C'est plus cher d'aller faire une analyse de risque au début d'un pentest, d'un test d'intrusion ou vice versa. Mais en fait, non, c'est peut-être plus cher sur le coup, mais à moyen terme, c'est beaucoup plus efficace. En fait, on va les résultats, c'est pas seulement que les résultats vont être plus cohérents, etc., mais on va s'éviter de faire des analyses de risque décalées par rapport à l'audit technique. Moi, de manière juste, on va dire économique aussi, je pense que c'est plus optimisé que juste parce qu'il n'y a pas de photo, les résultats, ils vont être plus réels, en fait, les résultats de l'analyse de risque à la fin. Ouais, parce que sinon les scénarios de menaces sont un peu parfois, comment dire, soit trop haut niveau, soit trop théoriques, soit décorrélés de la réalité, quoi. Exactement. Mais nous, on le fait, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que nous, on a opté, même quand on n'utilise pas cette démarche, quand on n'a pas le moyen d'aller faire un pentest en même temps, en fait, on utilise ce que vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'on demande à nos pentesters eux-mêmes de faire les scénarios opérationnels. Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Ils sont maintenant, il y a des exceptions dans les équipes GRC. Il y a quand même des gens qui étaient des pentesters avant, qui étaient des auditeurs techniques. Ils vont faire la même chose. Ils vont sans aller vraiment de façon opérationnelle faire un pentest. Ils vont essayer de adopter nos méthodes à nous en gouvernance. Ouais. Essayer d'imaginer les attaques. Ils ont suffisamment de concepts en tête pour pouvoir rédiger quelque chose, même s'ils ne seraient pas capables de le faire opérationnellement. Exactement. En fait, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est entre les deux, en fait, entre le monde idéal que vous avez dit, en fait, c'est idéal de faire en même temps le pentest, etc. Et c'est à ça, en fait, la démarche que nous, on préconise. Et il y a en fait l'ancienne méthode où les analyses de risque pouvaient être faites, mais on parle de vulnérabilité, on ne sait même pas si elle existe ou pas. Mesures de sécurité, on imagine. C'est vraiment les analyses de risque, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que avec une vérification opérationnelle, on peut jamais trouver tous les cas possibles. Il faut réfléchir de manière théorique, etc. C'est quelque chose d'important. Donc c'est comme ça en fait. On dit que ce sont deux activités complémentaires. Donc il y a le chemin, il y a entre le passé, ce qui se faisait avant, entre l'idéal, ce qu'on est en train de présenter. Il y a la façon intermédiaire, c'est de dire on donne la gouvernance donne aux auditeurs techniques tout ce qui est nécessaire pour construire les scénarios opérationnels en suivant vraiment, la cyber kill chain, exactement.
D'accord, merci bien. Merci à vous, merci. Il y avait une autre question, Marion? Non, pour le moment, on n'a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à intervenir. Voilà, s'il y a des. Je voulais préciser quand même. Je voulais préciser quelque chose d'important aussi. C'est que là, en fait, c'était l'introduction en fait au sujet là, c'est-à-dire que de manière pas théorique, mais de manière un peu conceptuelle, on voulait présenter les choses avec des exemples, mais c'est pas un cas pratique. C'est pas un cas pratique, un retour d'expérience, mais on va faire avec notre partenaire Igeri au début du premier trimestre 2021. Probablement. En fait, on a voulu le faire cette année, mais là, c'était en décembre, mais avec la situation sanitaire, ça n'a pas été possible. Et on va faire vraiment un retour d'expérience de manière un peu plus ludique, on va dire, avec Igeri, donc les pillages Igeri, et sur un cas anonymisé réel. Donc, on va suivre un peu toute la démarche, comment on construit l'analyse des risques. On n'aura pas le temps en 1 heure de faire vraiment un pen test, mais on imaginera en fait que les résultats sont alimentés en même temps, etc. Très bien. Effectivement, courant voilà, février ou mars, on va organiser donc Ça, exactement. ce webinaire. Et bon, comment ça se passe? Donc, sachez que dans les jours à venir où nous allons vous partager donc la présentation, également ce webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Voilà, et vous recevrez très certainement dans l'après-midi un petit questionnaire pour savoir si vous avez été satisfait de ce webinaire et si vous souhaitez aborder éventuellement ou qu'on aborde avec vous d'autres sujets de webinaire liés voilà, à la cybersécurité. Mais pas que, parce que aujourd'hui, à rejoindre le groupe Sarma Safety and Security, et donc on fait tout ce qui est cybersécurité, sûreté de fonctionnement, et on a un laboratoire d'évaluation sécuritaire. Donc au travers de nos webinaires, on traite l'ensemble de ces sujets. Je crois que nous avons d'autres questions. D'accord. Donc, merci à toutes et à tous. Merci Georges et merci. Merci beaucoup. Merci. Votre intervention, voilà, de qualité. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.